dans le regroupement de journalistes LGBTQ Ouais, qui t'as-tu vient ça d'apparaître? passer? Faudrait que je me trouve un titre là-dedans, là, je sais pas trop, j'avais Il doit en pensé à... avoir un pour toi, là, tes cheveux longs, il y a de quoi à Ouais, faire. ouais, ben je sais pas où... écoute, j'avais vu au début bispirituel, ça veut-tu dire que je crois à 2 religions, mais là, c'était pas ça pantoute, là, fait que, écoute, hey, une petite aparté là-dessus, là, j'avais dans le temps... Peut-être bispiritueux que bispiritueux. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a un invité, José Soucy, le très coloré José Soucy, nous parle entre autres de la commission Galant, peut-être un peu de Nordvolt, puis les rentrées parlementaires, évidemment. Journaliste au niveau de l'apocatière de son côté. Donc, José, on a du plaisir avec toi pour la prochaine heure. Yes. Donc, c'est impartial, tu as suivi ça un peu de près, la commission Galant, Ben, un peu je suis ça de flabbergasté, près, tout ça, je je dis. pense. J'ai pas le choix de la suivre de près dans le sens que, je veux dire, ça nous interpelle, veut pas, là. On manque d'argent partout, on sait pas trop où aller la chercher. Vois-tu, juste localement, parce que j'étais un journaliste local, localement, on a un projet de piscine, de réfection de piscine à la Pocatière. OK. Il nous manque 2-3 millions, grosso modo, là. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai mis un produit dans mon show, j'ai la langue bleue comme, C'est pas grave, pas grave. comme Demolition, ça n'a pas de bon sens, je m'en On va dire que t'as pris de la slotch sur le Ouais, c'est ça. Ça va que ma calotte, finalement, c'est un concept. Tu sais. Non, mais c'est ça, on a un projet là, de réfection de piscine, puis il nous manque de l'argent, puis on n'est pas capable de le trouver parce que le gouvernement n'en a plus. Mais je pense qu'il y en aurait pas mal là. Je veux dire, un dépassement de coût d'1 demi-milliard, puis je pense que c'est Éric Duhem qui l'a partagé sur sa page Facebook, c'est sorti dans le Journal de Québec, des dépassements de coûts pour les travaux d'hôpitaux, là, 1,2 milliard. Ouais. Mais je veux dire, c'est quand qu'on va commencer à demander des enquêtes là-dessus, là? Sincèrement, là, c'est quand que la Sûreté du Québec, parce que l'UPAC, on n'est pas trop sûr, quand est-ce qu'on va demander des enquêtes? Écoute, Yann, t'es en business, t'es un gars qui connaît ça pas pire. Si t'avais des dépassements de coûts de la sorte, là, je sais pas, Joe, t'arrivais avec une patente, là, ça se peut-tu que tu cognerais à la porte, hey, ici, mon ami, explique-moi donc ça, mon chum. Il est où le premier ministre? Hey, moi, ça serait pas trop long. Ben, bien entendu, je serais jamais premier ministre, mais je verrais des choses comme ça. Hey, viens ici, mon ami, explique-moi ça. Ventile-moi tes chiffres, s'il vous plaît. Mais ça se fait pas. Il n'y a personne qui est au courant. Écoute, le premier ministre n'est pas au courant, les ministres sont pas au courant. Pourtant, on se rend compte, à la lumière de ce qui sort de la commission, c'est que les gens étaient au courant, là. Mais ils continuent malgré tout à nous mentir en pleine face. Geneviève Guilbeault qui sort, il dit « Jamais, au grand jamais, je mentirai aux Québécois. » On se rappelle de l'épisode des cartables aussi, là. Écoute, ça n'a plus aucune commune mesure, là. On parle de milliards comme on parle de millions. On a complètement perdu le sens ou la valeur de l'argent. Il va falloir qu'il se passe de quoi parce que tu sens que dans la population, parce que tu le sais comme moi, là, tu es dans la finance, tu dois en entendre des choses que les gens ont de la misère à arriver, de solide. Là. Il y a un article qui est sorti récemment dans le Journal de Québec, je pense, que les gens sont obligés d'avoir 2 emplois. Là. C'est-à-dire que 120 000 maintenant, tu n'es plus capable d'arriver ou presque. Là. Hey. Ah, écoute, ton point est bon parce que je veux dire, tu prends l'exemple de la piscine à la Pocatière, vous avez besoin de 2-3 millions pour boucler le financement, ça tarde à arriver. Probablement que si on gratte un peu, on trouve que c'est cher aussi le projet. On se demande pourquoi c'est cher, c'est tout le temps un peu ça. On en a vu des projets au fil du temps, même dans des petites municipalités comme Témiscouata sur le lac, tout ça, les projets qui ont été faits, tu te dis, ouais, il me semble que ça a coûté cher, il y avait vraiment pas moyen de faire ça un peu moins cher, puis tu poses pas trop de questions, puis on passe au suivant. Mais là, tu arrives puis tu vois ces fiascos-là, puis tu te dis, il me semble que l'argent manquant pour certains projets est là, justement. Tu te dis, peut-être qu'on pourrait faire mieux, mais est-ce qu'il y a réellement un intérêt de faire mieux? Parce que là, présentement, tu as une commission avec la commission Galant, où est-ce que tout le monde a un peu une immunité. C'est pour ça que les langues se délient un peu au niveau des fonctionnaires. Donc là, tu arrives, les gens vont dire exactement ce qui s'est passé, tout ça. Fait que là, on espère pouvoir apprendre de ça. Mais en même temps, il n'y aura pas de. Tu sais, les gens qui espèrent qu'il y en a qui vont finir avec des bracelets en métal, ça n'arrivera pas. Les gens ont une immunité. Mais on fait quand même passer les politiciens, mais eux, ils ont des conséquences à ce qu'ils pourraient dire là, dans le sens que s'ils arrivent et ils disent bon, oui, j'étais au courant, puis on a choisi de se fermer les yeux. Mettons qu'ils diraient ça, il est mort politiquement. Fait qu'ils s'en vont pédaler ça en avant, puis même François Legault utilise la tribune pour vanter l'économie de son gouvernement, puis dire nous autres, l'économie, c'est important, puis moi, je suis hands down là-dessus. Là. L'économie, moi, bon en économie, vraiment bon. Ouais.
il utilise la tribune pour de la publicité politique. Là, t'es là, c'est malaisant. Mais au final, il n'y aura pas de bracelet, il n'y aura pas de menottes, il n'y aura pas d'emprisonnement, il n'y aura pas de conséquences. Mais est-ce qu'on va réellement apprendre de ça? Moi, c'est surtout ça la question. Tu dis, tu fais une commission pour apprendre, mais est-ce qu'on va apprendre? Est-ce qu'on va changer de quoi? Ils vont-tu nous arriver, ben là, les appels d'offres, on va les changer un peu, là. Ça va être des recommandations relativement mineures qui ne seront même pas appliquées, probablement. Oui, mais il va falloir qu'il se passe de quoi, Yann, parce que ça n'a plus aucune commune mesure. Là. On ne parle pas de petits dépassements de coûts, on ne parle pas de 2-3 millions. Là. On est dans les milliards. Et dans les milliards, je ne sais pas si tu le sais, on peut faire énormément de choses au Québec avec des milliards, malgré que ça coûte de plus en plus cher. Mais on se rend compte que, tu sais, moi, je vais te dire ce que je pense réellement. J'ai toujours l'habitude de le faire par ailleurs. Là. Il y a un plat de bonbons, là, ils ont les deux mains dedans. Puis ils sont là, puis ils se graissent, puis ils se graissent. Puis si ils me disent, oh, j'ai jamais volé une scène, ben oui, mais ouvrez les chiffres, là. Ouvrez-moi tout ça, puis faites une enquête, puis si vous n'avez rien à vous reprocher, vous allez dormir sur vos deux oreilles. Mais ils le savaient qu'il y avait des dépassements de coûts, mais ils ont choisi quand même de se fermer les yeux parce qu'ils se sont choisis. En d'autres termes, on a des politiciens qui n'ont plus d'honneur. L'honneur, ça n'existe plus. Là. À un moment donné, tu te couches le soir, puis tu sais que tu as fait une job de cabochon, que tu as appauvri Québécois, ça doit te tordre un peu, là. Mais eux autres, non, tant qu'ils passent à la télévision, comme Geneviève Guilbeault, là, c'est une très jolie femme, c'est une excellente communicatrice, mais en même temps, là, je veux dire, à nous bourre à journée longue, puis le monde embarque, parce que je veux pas, là, moi je suis en communication, puis vous l'êtes aussi, on est plus aguerris que les autres, mais des fois, ils sont tellement bons, ils disent, ouais, mais ça se peut qu'ils n'étaient pas au courant, ça nous rentre un peu, mais à un moment donné, tu te dis, non, on arrête, là. On parle d'un dépassement de coût d'un demi-milliard. Là, je veux dire, là-dedans, 1,2 milliard, tu as 3 constructions de centres Vidéotron à 370 millions à l'unité. Là. Ouais, puis on comprend aussi pourquoi Geneviève Guilbeault avait écrit à François Legault. On se rappelle le long courriel qu'elle lui avait envoyé. C'était pour s'assurer qu'il y a une trace écrite de tout ça, que lui aussi était au courant. Parce que si Legault avait pu s'en tirer en disant « Moi, ma ministre ne m'a jamais parlé de ça », il l'aurait fait. Là. Mais là, il ne pouvait pas avec Guilbeault. Il pouvait le faire avec Bonnardel, il pouvait le faire avec Kerr, mais Guilbeault était assez intelligente pour y écrire un grand courriel, puis « Hey, c'est un merdier, je suis dans ce merdier-là, voici ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. » Elle s'est assurée de laisser une preuve écrite à son boss pour que dire « Hey, t'es au courant, François. » Fait que ça, c'est quand même intelligent de sa part, mais ça montre aussi comment que les politiciens ne se trossent même pas entre eux. Ils ne se font même pas confiance entre eux. Geneviève Guilbeault est arrivée, elle a été nommée ministre au transport. Elle a dit « Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ministre au transport? Qu'est-ce que je fais là? Je comprends pas pourquoi je suis là. » Finalement, elle déballe le paquet cadeau. Elle se rend compte que le bordel est pogné à sa clique. Elle se rend compte qu'elle va être obligée d'aller mentir devant la population pour le 3e lien. Elle dit « Ah ben tabarnak, je viens de comprendre qu'est-ce que je fais ici. » Parce que c'était une challenger pour le poste de François Legault. C'est ça qui est arrivé dans l'histoire. C'est que François Legault garde une main de fer sur son parti depuis toujours. Geneviève Guilbeault, on sait qu'elle grenouillait par en dessous pour éventuellement tasser François Legault. François Legault ne l'a pas apprécié, puis il l'a garoché dans un ministère où est-ce qu'il y avait des dossiers de merde. Mais il était au courant que c'était des dossiers de merde. C'est pas pour rien qu'il l'a envoyé là, Geneviève. C'est juste qu'il s'est fait avoir parce que la fille est quand même brillante. Puis elle a envoyé un courriel et dit « Hey, je veux que tu sois au courant par écrit de toute la merde dans laquelle je suis présentement. » Puis ça, il ne s'attendait pas à ça. Parce que la beauté d'un premier ministre qui est relativement à l'âge et qui n'a absolument aucun leadership, c'est de dire quand il y a quelque chose de bien qui fonctionne, je prends tout le mérite. Puis quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je prends mon ministre puis je le sac en dessous du bus. C'est ce qu'il voulait faire avec Geneviève Guilbeault. Il voulait se débarrasser d'elle. La grande, c'est pas laisser faire. Elle y a envoyé un courriel et elle a dit « Je t'attache les mains, mon sacrement. J'ai compris ce que tu m'as fait. Je t'attache avec l'autobus. Si tu veux me garrocher en dessous du bus, tu vas venir avec moi. » En d'autres termes, il n'y a pas d'honneur. Tu sais, ce que tu me racontes, c'est qu'il y a zéro honneur dans ce gouvernement-là. Ils sont là uniquement pour leur propre personne, pour leur profit personnel. Exact. Le profit, ça reste à évaluer par la suite, mais ils sont là pour eux autres, du moins. Là. Parce que ce que tu me racontes, là, de couillonner Geneviève Guilbeault par rapport qu'elle veut prendre sa place, je veux dire, c'est normal en politique quand tu as des gens qui veulent prendre ta place, mais il faut que tu aies assez de leadership pour gérer la patente, parce qu'il ne faut pas que tu oublies une chose, c'est que tu gères le gouvernement du Québec, tu gères l'argent de tes citoyens. Tu es supposé jusqu'à un certain point être le père de la nation, non pas quelqu'un qui nous met en pleine face pour sauver la face en réalité. Là. Tu sais, tu regardes les gens qui passent, Bonnardel, Kerr, Guilbeault et compagnie sont juste là pour sauver leur face. Tu sais, coudonc, je me répète, là, mais moi, je suis à leur place, je ne suis pas capable de dormir. Là.
Tu sais, je sais qu'on est en train de se faire fourrer royalement par je sais pas trop qui. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Ça prend une enquête de la Sûreté du Québec. Ben, il faut une enquête de la Sûreté du Québec. Mais il faut mettre la lumière là-dessus. Là. C'est de l'argent des contribuables. Tu sais comme moi, on n'a plus d'argent. Je veux dire, puis ils cherchent toujours à nous taxer davantage. Avant de commencer à nous taxer davantage, ben, ce serait peut-être le temps que vous gériez comme du monde, ne serait-ce qu'un tantinet. Bon, on s'attend, sincèrement, qu'il y ait toujours de la corruption jusqu'à un certain point. C'est gros, le gouvernement du Québec. Mais là, ce qu'on se rend compte, du moins selon ma perspective, c'est que la gangrène n'est pas née. Ouais, vous voulez de l'austérité, vous, monsieur Soucy, franchement? Non, je veux que ça marche au corps de tour. C'est pas compliqué. Je veux pas d'austérité. Je veux que ça soit efficace. Au-delà de leurs égos, il y a l'avenir du Québec, que tu sois indépendantiste ou pas. Le Québec, c'est nous autres. Il faut que ça marche, il faut qu'on ait du financement. Puis lorsque la dette augmente, tes taux d'intérêt augmentent, tu as moins d'argent pour investir ou ce que tu veux investir aussi. Là. Et puis là, en plus, à chaque fois qu'il arrive une problématique, ben, il nous sort une commission, une enquête, une ci, une ça. Ça coûte encore de plus en plus d'argent. Juste la commission galant, je me trompe-tu si on est entre 50 et 80 millions? J'ai vu ce chiffre-là passer, c'est tout ça? Je peux pas te. Il faudrait vérifier, mais je serais aucunement surpris, puisque me semble la commission Charbonneau, c'était pas mal des mêmes tals à l'époque. C'est sûr que. Comment ça se fait aussi que ça coûte aussi cher que ça? On peut-tu, encore une fois, nous faire ventiler les chiffres pour savoir à qui on a affaire? Là? Sincèrement, je me répète, mais la gangrène est pognée solide. Puis si tu regardes du côté fédéral, ben, c'est pas mal la même affaire. Parce qu'on est rendu avec, on annonce un déficit de 92 milliards, alors que Carney, ça se posait être le changement, puis la révolution pratiquement face à ça, mais face à bien des choses. Elbows up, naturellement. Tu sais, je ne suis pas très impressionné par notre classe politique aujourd'hui. On a affaire essentiellement, en tout cas, je vais rester poli, mais sérieux, ça fait pitié un peu. Je profite un peu de la transition pour vous montrer un article que j'ai écrit hier. On le sait, PKP a fait la tournée de ses médias pour aller quémander de l'argent public au niveau des médiatiques en disant il y a une portion quémander de l'argent public, puis aussi contribuer à mettre des règlements sur tout ce qui est les réseaux sociaux, d'autres règlements par rapport à Radio-Canada, ainsi de suite. Donc, des barrières à l'entrée sur le marché. Mais j'ai écrit cet article-là parce que ça faisait longtemps que j'y pensais à l'article. Ça faisait longtemps que ça me gossait de voir PKP qui demandait de l'argent. Puis, j'ai sorti les revenus de Groupe TVA depuis 2010. Vous savez que c'est une compagnie qui est inscrite en bourse, donc on a accès aux documents CEDAR là, des états financiers de l'entreprise. On nous dit que c'est de plus en plus difficile de faire de l'argent chez Groupe TVA. Je commence à avoir de la misère à le voir, moi, quand je vois ce graphique-là. En 2010, Groupe TVA déclarait des revenus de 448 millions. En 2024, on est à 532 millions. C'est une croissance annuelle quand même de ce côté-là. Une croissance annuelle de 1,2 % par année. C'est pas une méga croissance, c'est très, très, très modéré, mais c'est quand même une croissance. Puis oui, je sais que c'est en bas de l'inflation. Mais je veux dire, à un moment donné, il y en a des revenus dans le groupe TVA. Là. Ils réussissent encore à faire de l'argent, puis on est dans une position que PKP essaie d'aller mendier encore des dollars publics pour son entreprise de médias. Et il nous sort souvent des fois qu'il y a une décroissance des revenus par rapport à telle année et tout ça. Mais le gros de la décroissance des revenus, c'est si tu prends comme barème l'année 2021, l'année où est-ce que les budgets publicitaires ont plu sur TVA, où est-ce qu'ils ont été chercher 622 millions de dollars. En période covidienne, n'est-ce pas? Ben, c'est très COVID, effectivement. Donc, si tu compares les revenus de TVA, puis quand que je parle de revenus, je ne parle pas de profit, je parle de revenus seulement. Parce que les profits, tu le fais en gérant l'entreprise. Tu as une certaine quantité de revenus, gère tes dépenses pour en avoir moins que les revenus, tu vas avoir un profit. Si tu gères mal et tu as plus de dépenses que de revenus, tu vas avoir un déficit. Je sais que TVA est déficitaire, mais ça, c'est une affaire de gestion parce que les revenus, ils augmentent. Puis oui, 2024, ça a baissé par rapport à 2023, puis ça a baissé par rapport à 2022, puis ça a baissé par rapport à 2021, mais ça l'a augmenté par rapport à 2020. Puis, à un moment donné, je pense que c'est ces exercices-là au Québec qu'on ne fait pas. C'est que là, on a quelqu'un qui nous sort dans les médias qui dit on a une problématique, il faut qu'on finance plus les médias, blablabla, blablabla, blablabla. Il utilise ses propres médias pour le faire. Et il n'y a personne, à nulle part, qui pose la question est-ce que c'est vrai tout ça que les revenus de Groupe TVA sont en péril et sont en forte baisse? Personne qui fouille. C'est élémentaire. C'est super facile de trouver une information.
Personne ne le fait. Ben, c'est le même principe, je pense, qui se passe au gouvernement avec des affaires comme SACLIC. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que SACLIC, on dit, hey, on est sur des vieux systèmes informatiques. Je n'ai parlé un peu. Une compagnie d'assurance, généralement, ça roule avec des vieux systèmes informatiques. J'ai déjà travaillé dans une compagnie d'assurance, pas mal au courant. Il y a une vieille devise d'une compagnie d'assurance, c'est If it ain't broken, don't touch it. C'est comme, tu touches pas à ça si ça marche. Ben, c'est une compagnie d'assurance, la SAC, grosso modo. Ouais. Ben, Christy, il y a quelqu'un quelque part qui a dit les systèmes sont vieux, il faudrait tous les changer. Il y a une quarantaine de systèmes qui sont à changer. On recommence tout, from scratch, on repart en neuf. Normalement, là, il y aurait quelqu'un quelque part qui aurait dû dire est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Est-ce qu'il y existe déjà présentement des solutions adaptées qu'on pourrait utiliser, que des grandes entreprises utilisent déjà, que des grands assureurs canadiens utilisent déjà? Puis si la réponse est oui, bien éventuellement, on va utiliser ces solutions-là. On va les adapter, on va les customiser, on va... Mais non, il a fallu repartir du départ. Il a fallu que ce soit une feuille blanche, il a fallu que ce soit designé au complet à l'interne. C'est complètement stupide. Il n'y a aucune entreprise privée qui fait ça. Fait qu'avant même de parler de toutes les possibles corruptions ou collusions qu'il y aurait pu avoir, la première question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que ce gouvernement-là, ou notre façon de gouverner au Québec est la bonne? Est-ce qu'on devrait continuer de demander à l'État de fabriquer lui-même ses propres logiciels, de fabriquer lui-même ses propres produits avec des consultants externes? Tout le monde comprend que c'est ça le nœud du problème, c'est ça la base du problème. Puis encore là, personne ne parle de ça. Personne n'ose parler de ça. Fait que là, tu dis, est-ce qu'on va réellement apprendre les Québécois de cette histoire-là? Moi, je Dans le pense que fond, non. ce que tu me dis, ou ce que tu nous dis, c'est que ça va revenir d'une manière ou d'une autre parce qu'on ne comprend pas la problématique de base qui est la gestion, grosso modo. C'est ce que tu me dis. Carrément. Mais malgré ça, tu sais, je suis d'accord avec toi, il y a ce niveau d'incompétence-là. Mais lorsque les milliards sortent de tous les bords, je m'excuse, là, mais moi, dans ma tête, c'est clair qu'il y a des gens qui s'engraissent là-dedans parce qu'il n'y a aucune réaction. Tu as une entreprise privée, tu t'endurerais ça combien de temps, toi, Yann? Ah, ça n'arrivera juste jamais, en fait. Non, mais si tu vois quelque chose qui ne marche pas, puis tu te rends compte que tu t'attendais à un certain rendement, puis tu ne l'as pas pantoute, tu vas là investiguer. Non, mais tu comprends? Mais là-dedans, il n'y a pas de problème. On remet de l'argent, Écoute, ça va prendre... Tu sais, je le dis souvent, là, je ne l'ai pas dit sur vos ondes, mais ça va prendre des leaders là, qui vont reprendre ça solide, là, puis qui vont mettre leurs pieds à terre, puis qui vont commencer à faire le ménage. Là. Mais qui veut faire ça? Je veux dire, il y a tellement de monde qui profite de ce système-là que lorsque tu arrives pour faire le ménage, tu te butes à toutes sortes de patentes. Laisse-moi juste te raconter une anecdote de mon passé qui va te faire comprendre certaines choses. Je travaillais dans un bar dans le temps à Rivière-du-Loup et tout le monde rentrait gratuit, c'est-à-dire qu'il y avait l'entrée, là, c'était 2 piastres dans le temps, puis moi, je travaille à telle place, moi, j'ai déjà travaillé ici. Finalement, il y avait énormément de... toujours. Ben oui, c'est au Kojak, évidemment, c'est à Rivière-du-Loup. Je voulais pas le nommer, Calvaire, mais tu l'as nommé. Écoute, ça se passe là. De toute façon, c'est correct, on pouvait le nommer. Non, ben c'est rendu la petite grenouille, peu importe, là, mais... Fait que, on peut en parler effectivement. Fait qu'ils mettent là, et José, tu vas mettre de l'ordre là-dedans parce que tout le monde rentre gratuit. Puis, tu sais, imagine-toi, toi, tu passes, c'est gratuit, toi, tu payes, tu sais. C'était pas juste pour personne. Fait qu'ils m'ont mis là pour payer, pour faire payer le monde. Fait que j'arrive, excuse-moi, c'est 2 piastres. Il dit, va me chercher le gérant. OK, bon. Hey, mon gars, je me suis fait haïr là, t'as juste pas aidé, juste pour un fucking 2 piastres, Calvaire. Pense-y comme faut. Imagine-toi, là, tu veux faire le ménage là-dedans, où il y a énormément de gens qui se graissent, puis c'est pas un coup de 2 piastres, là. Je veux dire, on crée de l'argent qui se perd là-dedans. Je m'excuse, là. Il y a personne qui va me dire qu'il n'y a pas un chat qui se met de l'argent, là, je veux dire, à quelque part, là. Ah non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Puis mon point, en fait, c'est quand on dit, justement, faire le ménage. Tu sais, je pense que tous les Québécois sont d'accord avec ce que tu viens de dire, là. Là, ce qu'il faut, là, c'est faire le ménage. OK, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire, faire le ménage? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a moins de revenus? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a moins de dépenses? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement gère moins de choses également? Ben, moi, je pense que c'est ça. Fondamentalement, la SAC, là, ça pourrait être géré par une entreprise privée, cette affaire-là. C'est un assureur. Pourquoi, avec la qualité d'assureur qu'on a au Québec, Intact Assurance, Desjardins, Promutuel, il y a des assureurs de qualité, Industriel Alliance, il y a des assureurs de qualité au Québec comme c'est pas possible. On est vraiment bon dans ce domaine-là.
Pourquoi on s'entête à faire gérer une compagnie d'assurance monopolistique? Parce que c'est ça, le bodily injury qu'on appelle, là, les dommages corporaux au Québec, ça n'existe pas, cette assurance-là. C'est quelque chose que tu aurais en Ontario, par exemple. En Ontario, si tu frappes quelqu'un et tu blesses cette personne-là, ben, tu as une assurance privée pour couvrir les dommages corporels de cette personne-là, bodily injury. Nous autres, au Québec, c'est le système no fault. C'est tout le monde a un montant prédéterminé qui provient du C'est Mme gouvernement. Payette qui avait instauré ça, je pense. Hein? Ah, ouais, je pense que oui. C'est Lise Payette, je pense que oui. Puis c'est quelque chose que Marc Bellemare était contre. Là. Marc Bellemare voulait mettre la hache dans le no fault au Québec. Mais c'est cette compagnie d'assurance-là monopolistique qui gère ça depuis toujours. Est-ce que c'est la SAAC qui devrait gérer ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un de nos assureurs de grande qualité en appel d'offres pour lui impartir le contrat? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que j'aimerais mieux arriver et dire le gouvernement du Québec n'a pas d'expertise pour être un assureur, n'a pas d'expertise pour gérer un CRM, n'a pas d'expertise pour donner du service à la clientèle. On donne à des entreprises privées le mandat de faire ça pour accomplir les tâches. Tu n'es pas obligé de mettre fin au no-fault. Tu n'es pas obligé de mettre fin à l'assurance de la SAAC. Puis tu n'es pas obligé de mettre fin au permis de conduire puis au système de points d'inaptitude. Tu peux tout garder ça. Mais tu peux faire gérer ça par des entreprises compétentes qui, eux, vont essayer de maximiser leurs profits pour s'assurer qu'eux autres ne perdront pas une crise de scène là-dedans. Mais on voit le profit d'une manière péjorative au Québec. Hey, ce serait pas correct qu'une entreprise essaie de faire de l'argent sur les permis de conduire. Man, l'entreprise qui essaie de faire de l'argent, là, c'est comment qu'elle va réussir à faire son argent? En crossant le gouvernement du Québec en chargeant trop cher ou ben non, en gérant ses dépenses? Mais c'est en gérant ses dépenses qu'elle va réussir à faire de l'argent. Si tu la mets en compétition, elle ne pourra pas crosser le gouvernement du Québec. C'est ce système de mentalité-là qu'il faut changer au Québec, de dire ah, le profit, c'est mal. Le profit, c'est bien. Le profit, ça t'empêche de faire des hosties de niaiseries. C'est parce que tu veux faire des profits que tu contrôles des dépenses. Tu me parles de l'entreprise privée. Pourquoi ces affaires-là arrivent moins souvent ou presque jamais dans une entreprise privée? Parce que le seul moyen de faire du profit, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes. Que tu sois une personne, que tu sois une entreprise de petite envergure ou que tu sois une grande entreprise, c'est la même recette. Revenu moins dépenses égale profit. S'il en reste, tu es content. S'il en reste pas, il faut qu'il y ait de quoi qui change. Puis qu'est-ce que tu fais changer en premier? Les dépenses. Mais au gouvernement, si les dépenses explosent, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes les revenus, tu taxes plus les citoyens, problème réglé. Au pire encore, tu es en dette. C'est que dans une entreprise privée, là, si il manque de revenus, éventuellement, tu vas être obligé de couper. On s'entend là-dessus. Tu n'auras pas le choix. Là. Au gouvernement, ce n'est pas le cas parce que j'appelle ça l'entreprise syndicale. Tu as un syndicat qui embarque, puis les gens cherchent la sécurité. La sécurité, c'est le fun un certain temps, mais ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de grandir parce que tu te refermes sur toi-même, puis tu gardes ça, là, comment je te dirais, calme pour justement garder ta sécurité. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Tu parles de compétition. La compétition t'amène à te dépasser. Écoute, oui. J'écoutais, je pense, avant hier, un documentaire sur l'histoire des Canadiens nordiques. Je pense que c'est Régent Tremblay qui a fait ça. Allez chercher ça sur YouTube. C'est réellement intéressant. Et ce que Serge Chavard disait, que d'autres disaient, notamment, je pense, Jean Charest en a parlé, c'est que la compétition, dans le temps que les Nordiques étaient là, ça nous poussait à être meilleurs. Depuis que les Nordiques sont plus là, ben regarde, le club de hockey, le Canadien, c'est l'ombre de ce que c'était, sincèrement. Là. Je te donne cet exemple-là. Je pourrais t'en donner d'autres aussi, mais tu as raison là-dessus. Mais en contrepartie, lorsque tu as un monopole, ça te prend un chef, ça te prend un leader, ça te prend un gars qui va vérifier les affaires et qui va dire ça ne marche pas parce que lui, il a le goût du service public. Il est là pour servir. Un peu. 30 secondes, justement, c'est les assurances qui appellent. Ils ont entendu le message. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, c'est ma vision des choses. Ça prend des gagnants, ça prend de l'honneur et ça prend des gens qui vont trouver des solutions et qui vont vouloir que la machine ou la chose qui s'occupe fonctionne à merveille. Mais actuellement, Kerr, Guilbeault et Bonnardel, ce ne sont pas les gens qui sont là pour faire vraiment fonctionner la manière que je voudrais, si tu veux. Là. Ils sont là uniquement pour leur crise de carrière, pour sauver leur peau. Moi, c'est ce que je vois, du moins, quand je les vois passer en face du commissaire Galland, là, je vois des gens qui essaient de sauver leur peau, tout simplement. Là. Ça paraît qu'ils nous mentent en pleine face, là, qu'ils nous disent pas toute la vérité. À un moment donné, je me répète, une couche chez vous le soir, t'es-tu fier de ta journée? Là?
Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment aidé la communauté aujourd'hui ou j'essaye encore de me sortir de ça? Là, je te challenge un peu en me disant, est-ce que ça existe vraiment? Je te donne un exemple, le ministère de la Santé. Ouais. On a tout essayé avec le ministère de la Santé. On essaye, puis les réformes. Et s'il y a bien un ministère qui a eu des méga réformes, c'est celui-là. Ça a toujours été dans la même direction. Ça a toujours été, on centralise plus, on grossit la patente, on met plus d'argent. Et ça, mettre de l'argent, ça a toujours été bon. Puis, à un moment donné, on a eu vraiment, là, mais vraiment une tête forte à la tête du réseau de la santé. Gaétan Barrette, on s'en rappelle. Gaétan Barrette, là tu arrives, tu te dis, là, le super ministre, là, mal engueulé, indépendant de fortune, lui, il n'est pas là pour crosser personne. Lui, il sait où ce qu'il veut, il sait où ce qu'il s'en va, il a travaillé dans la machine, c'est un médecin. Tu te dis, lui, là, c'est le gars parfait. Ben, au final, les réformes Barrette, ça a donné la même marde qu'avant. Là, après ça, le système est gangréné, Yann. C'est pas compliqué, là. Ben exactement. Fait que là, tu es là, tu te dis, OK, est-ce qu'on est réellement capable de... C'est un peu mon point. Est-ce qu'on est réellement capable de trouver le leader qui finalement va régler les problèmes? Ou ben non, il faut juste lui enlever des mains. Moi, je suis plus dans le camp, tu comprends, il faudrait lui enlever des mains parce qu'on ne le trouvera pas le leader au service dévoué parce qu'à la base, on fait affaire des politiciens. Un politicien, ça ne compte pas l'argent des citoyens, ça compte ses votes. C'est naturellement comme ça. Puis des fois, un politicien, ça ne se rémunère pas en cash, ça se rémunère en prestige, en notoriété. Je veux dire, la chose que Geneviève Guilbeault a probablement le plus aimé d'être politicienne ou d'être ministre, c'est son compte Instagram. Absolument. 100% raison. Je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu te dis c'est quand même spécial, mais ça reste que c'est des humains. Puis c'est parce que les humains sont faillibles à un moment donné que tu te dis qu'il faut mettre en place des systèmes qui vont permettre d'éviter la faille des humains. Et jusqu'à présent, le seul et unique système qui a prouvé son efficacité sur la planète, là, c'est le profit d'une entreprise, puis le capitalisme et la mise en compétition. C'est le seul système qui permet au monde d'arrêter de faire des conneries avec de l'argent. C'est d'avoir quelqu'un ou des actionnaires qui essayent de faire un profit à quelque part. Non, on dirait qu'on a peur au Québec d'utiliser ce système-là. C'est un système qui fonctionne bien, le système compétitif capitaliste, mais on a peur de l'utiliser pour les domaines où est-ce que le gouvernement a les deux mains dedans présentement. Alors, surtout que c'est hypocrite parce que les mêmes gens qui disent « Ah, le privé, ouais, mais la pharmacie que tu vas à chaque semaine chercher tes petites pilules... C'est privé. C'est privé, là. Ton épicerie, là, franchement, s'il y a quoi de plus fondamental que de se nourrir dans la pyramide de Maslow pour les citoyens moyens, franchement, on peut pas laisser ça à une entreprise privée, nourrir la population. Il faut que le gouvernement aille là-dedans. Non, ils sont là, puis garde, le monde ne chiale pas, puis tu vas dire que le prix augmente. Ah non, le monde chiale. C'est ça le pire, c'est que à votre pharmacie communautaire dans votre quartier, si vous n'avez pas votre service en dedans de 10 minutes, vous chialez. Moi, je le dis tout le temps. C'est à un moment donné, c'est quand est-ce que les Québécois vont se rendre compte qu'avec leur entreprise privée, ils ont le droit d'exiger un service excellent et quand ils ne l'ont pas, ils ont le droit de chialer et ils sont écoutés et éventuellement, ça s'améliore. Je veux dire, vous mais aux urgences, ce système-là ailleurs. Mais aux urgences, attendre 20 heures, c'est bon, faut le prévoir, là, tu sais. Mais tu sais, en même temps, c'est comme je te disais au préalable, il y a tellement de gens qui bénéficient de ce gros Christi de système-là que c'est extrêmement difficile à changer. Ça, c'est clair. Tu sais, je te faisais allusion là, aux fameux 2 piastres, c'est rien, mais les gens, ils rentraient gratuits, puis ils se pensaient bien bon. Puis là, quand je suis venu pour changer ça, c'est juste 2 piastres. Je me suis buté, mon gars, là, à une révolte. Tu sais, bon, imagine-toi maintenant les gens qui s'engraissent là-dedans, mais c'est parce que, tu sais, dans n'importe quoi, là, tu sais, quand t'es malhonnête, là, c'est qu'au début, là, tu sais, comme exemple, là, un gars qui trompe sa femme, là, au début, là, il va être prudent, puis il va faire attention. Non, mais c'est ça, pareil. Puis il va faire attention, mais à la fin, ça vient tellement que c'est normal, c'est qu'il pense plus. Puis là, à un moment donné, ça vient par se savoir, parce que le naturel revient au galop. Tu peux pas toujours vivre là-dedans, là. Moi, là, écoute, je passe du coq à l'âne, là, mais je vais te parler un peu du mouvement woke. Tu vas voir ce que je vais en venir. Vas-y. Le mouvement woke fait en sorte que... Je vais te donner un autre exemple. J'ai pensé à cet exemple-là, elle est un peu boiteuse, mais toi, Yann et Frank, ça va bien. Mais toi, tu te fais un chum, là, il s'appelle Bob. Puis là, Bob, toi, tu le trouves bon, Bob. Bob, il est bon, mais il est bon. Fait qu'à place d'appeler ça Yann et Frank, tu appelles ça Yann et Bob, tu tasses Frank, puis Bob, toi, il te fait rire. Mais plus que tu le mets en ondes, plus que ça descend, plus que tes cotes d'écoute descendent, moins que tu fais de l'argent. Mais au lieu de changer,
tu parles à tes auditeurs, tu donnes des hosties d'innocents parce que vous ne voyez pas la qualité de Bob. Mais là, c'est parce qu'il y a juste toi qui vois ça, là, qui trouve que Bob est bon. Exact. Et pendant que tu fais ça, ta business, elle descend, c'est sur le bord de fermer, tu n'es même plus capable de payer Joey. Mais malgré tout, t'engueules tes auditeurs parce qu'ils ne voient pas la qualité de Bob. Ben, le mouvement woke, là, c'est un peu ça aussi, là. Tu sais, il nous pose des choses, comme exemple, le mouvement LGBTQ, ça provoque quoi en réalité? Ça provoque une montée de l'homophobie. L'immigration. Dans le regroupement de journalistes LGBTQ Ouais, qui t'as-tu vu vient ça d'apparaître. passer? Il faudrait que je me trouve un titre là-dedans, là, je sais pas trop, j'avais Il va en pensé à... avoir un pour toi, là, tes cheveux longs, là, il y a de quoi à faire. Ouais, ben je sais pas où... écoute, j'avais vu au début bispirituel, ça veut-tu dire que je crois à 2 religions, mais là, c'était pas ça pantoute, là, fait que, écoute... Hey, un petit aparté là-dessus, là, j'avais dans le temps... Peut-être bispiritueux que bispiritueux. Hey, écoute, quand j'ai perdu mon emploi à ma TV, il fallait que je travaille comme tout le monde. Moi, j'étais travailleur autonome, donc j'avais plus une scène qui rentrait. Ça fait que j'ai appliqué à l'Université Laval. Puis là, ça disait, si vous êtes de cette communauté-là, là, je leur ai dit, je leur pousse-tu de la boîte, je fais croire que je suis là-dedans, tu sais. Là, finalement, je ne l'ai pas fait. Écoute, j'ai appliqué à des endroits parce que moi, j'ai un côté religieux dans le sens que j'ai déjà voulu être curé, puis ça m'a toujours intéressé, ces affaires-là. Là. Pas toujours, mais ça m'est déjà passé par l'esprit. J'avais appliqué dans le département de la religion. Je me souviens En pas théologie? trop, théologie, tout à fait. Tu sais, ils m'ont jamais pris. Mais là, si j'avais dit que je faisais partie de cette communauté-là, est-ce qu'ils m'auraient pris, tu sais? C'est complètement stupide. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça, là, c'est que lorsque tu amènes des choses puis que tu as le contre-coup de ce que tu veux faire, le LGBTQ, il se lamente que l'homophobie est en hausse, mais arrêtez de nous écœurer avec ça. L'immigration, le monde, on se rend compte qu'on avait beaucoup de travail de fait dans les dernières années concernant le racisme. Parce qu'il y en avait au Québec comme partout ailleurs, mais on avait un bon travail de fait. Les gens étaient de plus en plus ouverts. Mais avec l'immigration massive, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque l'effet contraire. Donc, pourquoi vous continuez dans ces eaux-là alors que vous savez que vous provoquez l'effet contraire? Ça, il faut se poser la question. Là, c'est qui les imbéciles qui décident de continuer à fonctionner de la sorte alors que, je veux dire, c'est un fiasco, là. Ça donne pas ce que c'était supposé donner. Je sais pas si tu suis un peu mon raisonnement. Comment se fait-il qu'on continue dans des façons de faire qui sont pourries et pourtant on nous pousse là-dedans? Y a-t-il des gens derrière qui nous poussent dans cet agenda-là? Je me pose la question sans vouloir être trop complotiste, mais c'est juste de la logique, là. C'est l'offre et la demande en réalité, là. Ou également que c'est ça, les personnes qui poussent ça ou qui sont responsables de ça, disons, en profitent encore là une fois, ou leur position profite versus la majorité de la population. Il y a quoi? Oui, parce qu'une de mes critiques, par exemple, je peux parler du mouvement LGBT parce que c'est ça, je le critique ouvertement vu que j'en fais partie. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui font de la prévention, pas juste au Québec, mais en Occident généralement parlant, que oui, il y a des gens qui sont là pour les bonnes raisons, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent que la lutte continue, même si elle est terminée, dans le but justement de garder le job finalement, de que leur position soit toujours de notoriété publique, qu'elle soit toujours indispensable, alors que des fois, juste reconnaître que, OK, la job est faite, passons à d'autres choses, ou focusons nos efforts à d'autres endroits dans le monde où c'est que la job n'a pas encore été faite. Mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est que ça... On s'est mis myself and I à plusieurs reprises, j'ai l'impression. Pas le choix de vous amener sur cette nouvelle-là, maintenant que vous parlez de ça. La direction du NPD est en cours. Ben, la course à la chefferie, là, c'est une traduction, vous comprenez, c'est National Post. Et le parti limite les signatures des hommes cis. CIS. Ouais. Ça veut dire quoi, ce cisgenre, c'est qu'en gros, ben, en fait, c'est quasiment un genre de synonyme d'hétéro, là, mais tu sais, c'est... Okay. Ben, c'est un homme cis, c'est un homme qui se considère homme. C'est ça. Et qui. C'est même pas hétéro, je pense. C'est juste un homme qui se considère homme et qui n'a pas l'intention de se couper à graine. C'est vraiment ça. C'est pas mal ça. La majorité des hommes, autrement dit. Là, on dit que les candidats qui espèrent succéder à Jackman Singh devraient se faire connaître au plus vite et que la direction. Le parti limite les signatures de. Voyons, mais. Ils ont mis une règle, OK? Si tu veux te présenter à la chefferie du NPD, Jack Mitt, il n'est plus là. Il trouvait ça inconfortable pour les genoux un peu en dessous du bureau à Trudeau. Il a décidé de démissionner. Sa job de caddie, il était rendu à bout. Quand même le gars qui nous a gardé de Trudeau au pouvoir très longtemps, là, on va se le dire. Les candidats potentiels à la direction du NPD fédéral devront recueillir 100 000 $ et 500 signatures de membres, dont la plupart ne peuvent pas provenir d'hommes cisgenres pour être officiellement en liste. Autrement dit, en plus du 100 000 $, tu as besoin de 500 signatures, mais si tu ramasses 500 signatures,
t'es mieux de pas avoir plus que la moitié que c'est des hommes. Hey, écoute, c'est débile raide, là. Ah, c'est version Mais QS comment se fédérale, là, fait-il tu sais. qu'on accepte ça? Qu'est-ce qui est arrivé dans la société pour que ça devienne une sorte de norme? Il y a des gens qui font la promotion de ces choses-là. Parce que moi, là, je parle aux gens autour de moi, il n'y a personne qui s'identifie à ça ou à peu près. Là. Non, bien, le NPD reflète cette situation-là aussi dans ses sondages. Je veux dire, c'est un parti qui est en perdition. Fait que, tu sais, c'est Mais pas quelque chose qui est populaire dans la population. Moi, maintenant, tu m'arrives avec ça, là, je suis un homme de gauche, là. Je suis réellement un homme de gauche. Mettons, je sais pas, je m'appelle Olivier Bolduc. Ben, je vois ça, puis j'ai-tu vraiment le goût de continuer à voter pour le NPD? Là, tu dis, OK, moi, là, je suis considéré comme un moins que rien, comme la personne à éviter dans ce parti politique-là. Quel autre parti politique a fait des affaires aussi stupides dans le genre Ah oui, Québec solidaire? Jusqu'à la prochaine élection générale, ils n'ont pas le droit de présenter un homme dans une élection partielle. Ils n'ont le droit que de présenter des femmes. Fait qu'il y a eu l'élection partielle de Terrebonne, évidemment, pour Pierre Fitzgibbon. Il y a eu celle d'Arthabasca, bien évidemment. C'est deux Pantalon. femmes qui se sont présentées. Deux femmes absolument non supportées par le parti, dans le sens que le parti politique n'a pas fait de campagne dans ni une ni l'autre de ces élections partielles-là. Mais ils ont présenté des femmes, par contre. Ça, c'est vraiment important. Mais ce parti politique-là s'en va dans le mur. Moi, je me rappelle de l'histoire de Julien Lacroix. Le gars voulait se présenter dans le comté à Catherine Dorion, qui était laissé vacant. Et il y a eu une mutinerie contre lui à l'interne parce qu'apparemment, c'était un masculiniste toxique, alors que le gars, sérieusement, Ah, pas ben, ben Lacroix, c'est sympathique. François Cardinal, je pense que c'est ça. Julien Cardinal. Julien, oui, effectivement, Julien Cardinal. C'est quoi excuse, j'ai dit? Julien Lacroix, c'est pas l'humoriste, ça? Ouais, c'est Julien Cardinal, ce que j'ai dit, Ah, Ouais, Julien c'est ça. Lacroix. Il y a un glitch dans mon cerveau qui est arrivé. Julien Cardinal. Puis, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Julien Cardinal? Ben, il milite, encore, mais pas pour QS. Il est rendu avec le PQ. Ça revient à ce que je te disais. Comment se fait-il que les gens continuent dans cette avenue-là alors que c'est aucunement populaire et que ça les descend? Il y a un problème de logique là-dedans. Là. Tu ne peux pas Ben, Ouais. continuer comme ça. En politique, c'est l'art de la conciliation, tu le sais. Puis des fois, tu es obligé de reculer parce que dans le temps, du moins, ça fonctionnait comme ça. Je me souviens de Brian Mulroney qui disait il y avait. C'était avancé avec une politique X, je ne me souviens pas, puis il était obligé de reculer parce que la population était contre ça. Il était assez brillant pour reculer. Mais ces gens-là ne comprennent pas ça. Ils ne reculent pas. Pourquoi ils ne reculent pas? Parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Oh, C'est mon absolument. exemple de Yann et Bob, là. C'est exactement la même chose. Ouais, puis c'est de plus en plus sectaire aussi au niveau de la mentalité. Puis on est vraiment dans la pensée on voit le grand ensemble. Et c'est ça le principe. Tu sais, le terme woke vient du terme anglais woke, donc awake, se réveiller, donc voir la vraie vérité divine, si je puis dire, là, tu sais, dans le sens que nous autres, on voit vraiment ce qui se passe, puis la réelle situation, puis on a vraiment on voit le casse-tête de 1000 morceaux, on le voit au complet, puis on va vous expliquer comment ça marche, puis la suite des choses, tu sais. Mais remettre ça en question, oublie ça, c'est quasiment, ça devient du religieux, c'est quasiment hérétique, là. Tu sais, tu te fais canceller, tu te fais quasiment ostraciser, Ouais, ce apostasier. sont des dogmes en réalité. Là. Oui, absolument. Puis, tu sais, il y a tellement de concepts religieux qui ont été repris dans ces trucs-là. Tu sais, moi, autant que je n'étais pas aussi allumé à cette époque-là, mais quand j'étais au cégep à Lévis, je faisais mon cégep-là, on a eu des conférenciers qui ont commencé les conférences en étant Je tiens à reconnaître que nous sommes sur un territoire non cédé. Comme je l'ai déjà dit souvent, c'est quoi la différence entre ça? Tu dis nous sommes sur un territoire non cédé avant le début d'une conférence, puis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La même affaire. C'est la même maudite affaire. C'est exactement la même affaire. Fait que c'est du signalement de vertu, c'est de la virtuosité, c'est d'être dans la bonne gang. Puis un peu comme l'article qu'on parlait, parce que pour ceux qui sont en partie gratuite, vous le verrez sûrement pas, mais pour les Patreons, vous allez le voir. Vu qu'on a fait le choix à l'envers, que justement, dans l'article de National Post qui explique justement qu'il y a de moins en moins de monde qui sont prêts à dire leur véritable opinion politique, puis il y a uniquement les gens qui sont dans les idéologies acceptées, donc LGBT, intersectionnelles, très à gauche, qui sont moi, j'ai pas de problème, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ben oui, j'espère. T'es dans l'idéologie autorisée, mais sors de ça, puis oublie ça. Là. On va dire, comme Frank dirait, essaye d'être de droite 3 jours, voir qu'est-ce qui va t'arriver. Ah non, ça, c'est assez magique. Écoute, José, on est en politique fiction un peu. Oui. Le show achève tranquillement, mais c'est la rentrée parlementaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dans ta boule de cristal de ton bord au niveau provincial et fédéral ensuite? Donc, provincial, c'est une année charnière. Il reste 1 an avant l'élection environ, un petit peu plus qu'1 an, en fait. François Legault aurait 0 député selon les sondages si l'élection avait lieu demain matin.
PSPP serait premier ministre du Québec de façon majoritaire. Éric Duhem aurait 7-8 députés de son côté. Les libéraux reviendraient en vie, mais encore là, seraient confinés beaucoup à l'île de Montréal. Qu'est-ce que tu as de ton côté? Est-ce que les plaques tectoniques vont bouger? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou la CAQ s'en va à l'abattoir sans rien faire d'ici la fin? Écoute, la CAQ, je pense, s'en va à l'abattoir parce que je ne verrais pas comment ils pourraient se revivre. Là. Je veux dire, l'effet, c'est un genre de carnet qui arriverait. Là. Je ne vois pas ça du côté du provincial. Et je ne serais pas surpris que dans le coin de Noël, peut-être, avec tout ce qui sort, que le gouvernement finirait par tomber. Et ça serait possiblement du jamais vu au Québec, je pense, là, de Ah ouais, tu, mémoire. tu, tu calls une shot que Regarde, t'aurais une défection des caquistes, autrement dit? je sais pas, mais il risque d'arriver quelque chose parce que là, ils ont zéro crédibilité ou à peu près. C'est impossible de relancer ça. Je veux dire, j'en ai parlé amplement au début. Ils nous mentent en pleine face. Et là, les Québécois commencent à comprendre réellement parce que là, ça transperce aussi les médias traditionnels. Et les médias traditionnels, tu le sais, ils ont un gros impact chez les boomers. On s'entend là-dessus. Donc, je ne serais pas surpris qu'il arrive quelque chose et qu'on soit obligé de partir en élection pour. Mais tu sais, je colle la chose, je ne mets pas, comment je te dirais, toute ma fortune là-dessus, là, mais c'est une opportunité ou une éventualité, je pense plutôt, qui pourrait arriver et on pourrait se retrouver avec un gouvernement du Parti québécois plus rapidement qu'on pense. Et je pense que dans la région de Québec, là, le Parti conservateur d'Éric Duhem pourrait aller chercher. Quelques députés, là, je veux dire, je ne suis pas. Es-tu en train de dire qu'on pourrait avoir un gouvernement du Parti québécois plus rapidement qu'on pense avant l'élection? C'est pas impossible. Je te dis pas que ça va arriver, mais c'est pas impossible. OK, non, attends un peu. C'est un gros call, ton Oh, affaire. ouais, Non, mais je te dis, en un instant, je te dis que c'est pas impossible. Tu verrais une soixantaine de députés de la CAQ, par exemple, traverser la chambre du côté de PSPP et dire « Fuck François Legault, PSPP, c'est notre nouveau dieu ». Non, je peux pas te dire que ça va passer de même. Je te dirais qu'il pourrait y avoir, exemple, pas des émeutes, là, mais des gens qui manifestent puis qu'il y a un vent qui pousserait le gouvernement à démissionner. C'est comme on a déjà vu dans le passé avec un ministre qu'on a essayé de garder en place, puis finalement, le premier ministre est obligé de le tasser parce que la pression était trop forte. Pour sauver la face, la CAQ déclencherait une élection. Oui, parce qu'ils sont condamnés d'une manière ou d'une autre. Là, je veux dire, plus que ça va aller, pire que ça va être, parce qu'ils ont tout essayé. Là. On s'entend que le point de vue manipulation en communication sont quand même assez bons, sauf que désormais, on les voit, là, on les voit travailler. On l'a vu lorsque François Legault est passé devant la commission Galland. Oh, on nous a parlé de Nordvolt. On a profité de cette occasion-là pour nous sortir cette information-là. C'est pas un hasard, ça. On sait ce qu'ils font. Mais je pense que les gens voient de plus en plus le jeu. Et je ne serais pas surpris que ça pourrait peut-être arriver. On s'entend que je suis dans le conditionnel à côté, mais je pense qu'il y aurait cette option-là que le gouvernement tombe le plus rapidement possible parce qu'il y a un manque de crédibilité totale. Là. Mais de toute manière, d'ici à octobre 2026, on va être en élection, mais ce parti-là va complètement disparaître de la carte politique, à moins d'un miracle. Tu sais. Le miracle pourrait-il être la démission de François Legault et son remplacement? Oui, absolument, mais tu le remplaces par qui? Le seul qui pourrait peut-être raviver cette formation politique-là, à mon sens, c'est Mario Dumont. Il a fermé la porte à double ou triple tour. Là. Okay. Je ne vois pas dans la mouture actuelle de ministre qui pourrait prendre la place de François Legault. Geneviève Guilbeault est brûlée. Bonardel, il est brûlé. Bernard Drainville, il est brûlé, mais il est fatigué. Là, je pense qu'il se rend compte que... Bernard Drainville est fatigué. Non, mais j'ai eu des bribes. Là, ça a l'air qu'il est vraiment fatigué. Là, on s'entend là-dessus. Là, il est à bout de nerfs. Peut-être qu'il a fait un mauvais choix en se relançant en politique pour la Coalition Avenir Québec. Mais il n'y a personne, à mon sens, au Québec, mis à part Mario Dumont, qui pourrait avoir un tel impact pour... Ne serait-ce que pour sauver les meubles. Parce que je pense que même si Mario Dumont revenait en politique, il ne pourrait que sauver les meubles parce que ce parti-là, le trademark, le label, la marque de commerce de la CAQ est complètement à terre. Là. Je veux dire, c'est un parti qui a déçu à peu près tout le monde. Il a déçu les gens de droite. Les libéraux fédéraux, hein? Pardon? On disait ça des libéraux fédéraux. Oui, mais il y avait Mark Conley. Hey, puis écoute. Un grand banquier? Mais je tiens à dire quelque chose là-dessus. Tu sais, moi... Étonnamment, je suis nationaliste, mais un des politiciens que je respecte le plus, c'est Jean Chrétien, parce que c'est une bête politique. Et le seul qui a collé l'achat pour un autre gouvernement libéral, là, c'est Jean Chrétien. Tu sais, Jean Chrétien, on l'a toujours sous-estimé, puis ça revirait de bord, puis il nous souignait ça. Là. Mais Calvas, c'est encore le bonhomme qui a eu raison, parce qu'on a eu un autre gouvernement qui a rasé à être majoritaire, là, quand même. Là. Ah, c'est capoté.
Jean Chrétien, là, dans l'histoire, là, je sais que plusieurs le regardent de haut, mais en réalité, là, c'est une bête politique comme il s'en est rarement fait au Québec. Écoute, une des thèses que je m'amuse à avancer beaucoup ces temps-ci, c'est qu'il existe présentement un grand banquier québécois qui sera disponible à la prochaine élection. C'est Qui Guy est? Cormier, le président du Mouvement Desjardins, qui démissionne probablement aux alentours de mars-mai 2026 parce que son mandat est terminé. Moi, je le verrais chef de la CAQ. Puis je le verrais faire un Mark Carney. C'est pas impossible, sincèrement, ce que tu racontes, là, parce qu'on a tout vu. Mais la situation n'est pas la même parce que tu n'as pas un Donald Trump, l'autre bord, là, qui fait sur le Canada. C'est Donald Trump, en réalité, qui a fait passer Mark Carney. 100% vrai. Faut pas l'oublier. Ça fait qu'au Québec, je ne verrai pas. Puis Cormier, je l'ai déjà rencontré. Puis je pense pas que ce soit un politicien naturel. Là. Remarque que ce qu'on a actuellement, c'est. J'allais dire Carney. Tu sais, je veux dire, il fait un temps qu'on avait des bêtes politiques au Québec. Là, on a plus ça. Non, c'est ça. Mais sérieusement. On parle d'indépendance du Québec. Là, je sais que vous avez fait une émission hier à l'effet qu'Yann et Frank serait dans le camp du oui. J'ai trouvé ça bien drôle. Et je sais que j'entends des gars, des fois, comme Jeff Fillion, Jonathan Hamel, qui dit que l'équipe du PQ, présentement, c'est pas l'équipe de 1995 avec Lucien Bouchard, Jacques Parizeau et compagnie. Exact. Vous avez 100% raison. Sauf qu'en face du camp du oui, tu as le camp du non. C'est qui est dans le camp du non? C'est pas Barjeux non plus, là. C'est Pablo Rodriguez, puis le reste, Carney, là, je m'excuse, c'est pas la même dynamique qu'on avait en 95. En 95, Daniel Johnson, tu avais dénommé Jean Chrétien aussi. Pardon, excuse-moi. Daniel Johnson, c'était assez tranquille aussi. Non, je le sais, mais tu avais une équipe pareille, tu avais du financement, tu avais un Jean Chrétien, tu en avais une Jean Charest qui est excellent, là, je veux dire, là-dedans. Là. Malgré qu'ils ont des difficultés, on connaît l'histoire, je ne réécrirai pas l'histoire, mais juste tout ça pour vous dire que ceux qui disent que le PQ n'a pas d'équipe, là, je peux comprendre, mais l'autre bord, c'est pas Vargeux non plus. Non, la politique a baissé en qualité au fil du temps. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Écoute, Pierre Poilievre, dernier sondage Abacus, revient en tête des sondages. L'effet Carney est en train de se dissiper, mais ça reste que le NPD est extrêmement faible, n'a pas de chef, veut se faire élire avec des hommes cisgenres le moins possible. Fait que tu as l'impression que les libéraux vont être en place très, très, très longtemps. Est-ce que la tendance, selon toi, est renversée pour de bon? Est-ce que la lune de miel libérale est déjà terminée? Puis Pierre Poilievre va revenir en tête des sondages de manière définitive dans les prochaines semaines, prochains mois? Parce qu'on voit, là, je veux dire, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que Carney n'a pas fait de miracle là. Je veux dire, il a reculé face aux tarifs avec Donald Trump. Là, comme Stéphane Bureau le disait, on ne fait pas le poids face aux États-Unis. Il ne faut pas oublier non plus que les Américains, là, c'est le plus grand marché de consommateurs au monde. Là. Oui. Si les États-Unis consomment moins, c'est la planète qui en paye le prix. Ça, il ne faut pas oublier ça. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué. On a des économies qui sont imbriquées. Je te dis ça maintenant parce que tu m'as parlé que les conservateurs reprenaient le dessus. Je pense que c'est normal. Les gens retournent un peu chez les conservateurs parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est les conservateurs jusqu'à un certain point qui avaient raison. Maintenant, comment ça va virer? Là? Comme je te dis, si je pense que ça ne serait pas impossible que le gouvernement au provincial tombe d'ici Noël, pour une multitude de raisons, au fédéral, ultérieurement, il va peut-être y avoir des défections parce qu'on est minoritaire, ça affaisse, majoritaire, excuse-moi, ça affaisse. Il pourrait arriver toutes sortes de choses. Et si l'économie continue à dégringoler de la sorte et que les finances publiques, c'est un vrai fiasco et qu'on a de la misère à payer beaucoup de choses, puis qu'il y a beaucoup de choses du côté du fédéral qui ne fonctionnent pas, notamment Post Canada, c'est un gros problème, c'est déficitaire, puis c'est pas facile à régler non plus, là. Je ne sais pas, sincèrement, on vit dans une époque où tout peut arriver. Mais que les conservateurs reprennent le dessus dans les sondages, je ne suis pas surpris et je pense que ça va se raffermir avec le temps. Penses-tu que les Canadiens vont finir par arrêter d'avoir la chienne, les conservateurs, puis voter pour vrai pour les conservateurs, juste arrêter de dire qu'ils veulent voter pour eux dans les sondages, mais éventuellement se rendre jusqu'au bout? Parce que, je veux dire, au mois de février 2025, les conservateurs sont en tête d'un sondage. Au mois d'août 2025, les conservateurs sont en tête d'un sondage, mais ils ont perdu l'élection.
Ouais, C'est mais assez ça, comme je t'ai spécial quand tu dit, y penses, hein? c'est spécial, mais c'est l'effet Trump, là, tu sais, on peut analyser ça comme on veut, là. C'est Donald Trump qui a fait la différence au Canada, dans le cadre des élections fédérales, là. Ah, puis la déconfiture du NPD, surtout aussi. Là. Tu sais, ça... Oui, oui, mais que les gens, je pense que les gens sont prêts à voter pour des conservateurs. La preuve, c'est qu'ils étaient à 40% longtemps Mm. en face des libéraux, là. Je dis, c'est un miracle qui est arrivé, là, clairement. Tu sais, Mark Carney. Miracle Carney. Non, non, mais, non, mais c'est pas le miracle à Carney, mais Carney devrait avoir une photo de Donald Trump dans son bureau parce que c'est lui qui l'a fait élire, là, tu sais. C'est clair. En tout cas, c'est mon point de vue, mais il y a des choses qui. Écoute, dans n'importe quoi, les choses qui ne sont pas réglées, un jour, il faut que tu les règles. Hein. Tu as la question de l'indépendance du Québec. On le sait que si on continue à rester dans le Canada, on est appelé à disparaître. Moi, ça, c'est mon point de vue. C'est peut-être pas le vôtre, mais moi, ça, c'est mon point de vue. Et tu regardes les statistiques depuis l'acte d'union 1840, ensuite de ça, 1867, la Confédération canadienne. Les Canadiens français, qui sont les Québécois aujourd'hui, ne cessent de descendre. Leur poids politique est rendu quoi? Le Québec, c'est 22%. À peu près, Comme disait Régent Tremblay, c'est un cul-de-sac, le Canada, mais en même temps, il va falloir régler ça. Et étonnamment, dans la dernière élection fédérale, les conservateurs avaient une excellente plateforme nationaliste. Là. Moi, je l'ai regardé, leur plateforme nationaliste, puis je sais que j'ai parlé avec des gens qui sont pour l'indépendance, mais ils trouvaient ça bon aussi. Là. Il y a toutes sortes de choses qui sont sur la table. Soit que tu as une refonte du Canada, ce qui n'est pas impossible, ou tu as des provinces qui s'en vont et qui vont avec les États-Unis. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver parce que ça va extrêmement vite. Regarde en Occident un peu partout, on ne le voit pas dans les médias traditionnels, mais on le voit dans les médias alternatifs. Il y a des révoltes un peu partout, il y a des manifestations concernant l'immigration, concernant le mondialisme, où il y a des gens qui sont réellement tannés. Là. Donc, de sorte que ça bouge très vite et celui qui va prévoir tout ce qui va arriver dans l'avenir, il est très brillant. Là, parce que moi, ma boule de cristal, là, il y a beaucoup de brume dedans, là, sincèrement. J'ai beau la frotter. Je suis pas capable de tout voir ce qui se passe. Ça, Hey, pour compléter, y a-tu des coins, des choses dans ton coin, tu veux nous parler un peu? Je sais que tu es journaliste avec le placoteux. Des fois, la vitrine sur le bas du fleuve n'est pas tout le temps si grande que ça dans les médias québécois. Mais tant qu'à avoir un journaliste local, régional du Bas-Saint-Laurent, y a-tu des choses, tu penses, qui méritent de l'attention un peu dans votre juste coin? un peu corriger ce que tu dis. Moi, je couvre la MRC de Lillet qui est dans Chaudière-Appalaches et la MRC de Kamouraska qui est dans le Bas-Saint-Laurent, de sorte que j'ai deux régions administratives à couvrir jusqu'à un certain point. Il n'y a pas, je veux dire, on suit un peu ce qui se passe au national. Par contre, localement, on a un député de la CAQ, en l'occurrence Mathieu Rivet. Je suis obligé de te dire qu'il fait un excellent travail parce qu'il a réglé plusieurs dossiers, là, OK. notamment le dossier des horaires de faction. Puis là, il y a eu une collaboration entre Stéphane Lévesque, qui était le président du syndicat C'est quoi les horaires local. de faction? Les horaires de faction, dans le sens, les paramédics, les ambulanciers. OK, c'est que les horaires de faction, c'est que tu restes chez vous, tu es toujours en stand-by, puis on t'appelle, il faut que tu te déplaces à la caserne, puis tu perds énormément de temps pour ensuite aller sur le call en question. Ça, c'est important parce que dans des régions comme ça, je veux dire, la Oui. couverture ambulancière ou des pompiers, c'est pas si facile que ça. C'est pas aussi simple que dans une grande ville. Là. Parce que pour les ambulanciers, quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, là, c'est une question de secondes. Hein. Ça veut dire si tu prends ton temps d'aller à la caserne, t'habiller, embarquer dans l'ambulance, puis te rendre sur place, tu perds des minutes essentielles à la survie d'un individu qui souffre là, d'un arrêt cardiaque. Donc, ça a été réglé et Stéphane Lévesque a fait un excellent travail. Ça a pris 8 ans, sincèrement. Là. Puis Stéphane Lévesque, là, si vous ne le connaissez pas, là, c'est pas un gars que je voudrais me mettre à dos. Là. Tu sais, des leaders de même régionalement, il y en a pas assez. Puis il a poussé le dossier, il a poussé le dossier. Moi, j'ai pris le dossier médiatiquement, puis il y en a d'autres aussi qui l'ont pris. On l'a fait avancer un peu. C'est tombé dans les mains de Mathieu Rivet. Le préfet de la MRC de Lillet, Normand Caron, s'est mis dans le dossier également. Et ensemble, et c'est ce que Stéphane Lévesque disait, on a réussi à régler ce dossier-là. Et Mathieu Rivet a fait un excellent travail. Là. Ça ne veut pas dire que du côté de la CAQ au national, c'est tout croche, que régionalement, il ne se passe pas des bonnes choses. Fait qu'on, malgré tout, malgré le fait que ce soit un caquiste, on a un député qui n'a pas les doigts dans le derrière et qui travaille. Ça, je suis obligé de vous le dire. Ben, c'est parfait. Écoute, absolument. Je suis très content que tu en aies parlé. Écoute, merci d'avoir été là, José. Les gens, s'ils veulent te suivre, c'est sur le placoteux qui peuvent voir tes textes. Je fais des interventions à radio locale 2 fois par semaine. Le mardi à Choc, la Pocatière, et le mercredi à Siki, Montmagny, à 8h15. Excellent. Merci beaucoup, José. Plaisir. Bonne journée, gars.